Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le mercredi 20 janvier. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. 30 jeunes bémaossiens ont choisi d'intégrer le service civique volontaire. Pendant 8 mois, ils accompliront des missions au sein des services de la collectivité. On connaît les lauréats de l'appel à projet Sargasses lancé par l'ADEME. Présentation de l'un des projets retenus dans ce journal. Le trophée de la 26e édition du prix Carbet de la Caraïbe et du Tout-Monde sera remis vendredi, une cérémonie qui aura pour cadre le Memorial Act. Le journal, Aurélie Ronze. Le recteur de l'Académie de Guadeloupe, Camille Galap, a réuni la presse en fin de matinée. Il a évoqué la répartition des moyens pour la rentrée 2016. On rappelle que depuis le début du mois, les syndicats enseignants protestent notamment contre la non-création de postes dans le premier degré. Je vous propose d'écouter les explications de Camille Galap. Il est interrogé par Max Cyril. Nous sommes battus pour obtenir des moyens, notamment dans le premier et le second degré. C'est vrai qu'il y a un contexte national qui est plutôt défavorable sur le second degré parce qu'effectivement, il y a moins de moyens à distribuer au niveau de l'ensemble des académies. Mais l'aspect le plus dramatique pour l'Académie de la Guadeloupe, c'est cette baisse démographique dans le premier degré et le second degré. Et la Guadeloupe fait partie des académies qui perdent le plus d'élèves pour la rentrée prochaine. 1910 élèves en moins dans le premier degré, 416 élèves en moins dans le second degré. Et malgré cela, alors qu'on aurait dû théoriquement perdre des emplois et dans le premier et dans le second degré, la ministre a souhaité maintenir zéro suppression et zéro création évidemment de postes dans le premier degré, quand bien même alors qu'on a une baisse d'effectifs très significative. Et dans le cadre du second degré, on aurait dû avoir, théoriquement, encore une fois, beaucoup plus d'emplois supprimés, de postes supprimés, et il a été entendu, nos arguments ont été entendus pour qu'on limite, entre guillemets, la casse sur les suppressions d'emplois au niveau académique. Et le recteur Camille Galap s'est dit ouvert aux discussions avec les syndicats enseignants qui, je vous le rappelle, ont déposé un préavis de grève pour le lundi 25 janvier. Ils ont entre 16 et 25 ans et ont choisi de tenter l'expérience du service civique volontaire. 30 jeunes habitants à Bémao ont signé aujourd'hui leur contrat qui prendra effet le 1er mars prochain et ce pour une durée de 8 mois. Ils seront au service de la collectivité pour effectuer des missions citoyennes. Anne-Elisabeth Artsen nous en dit plus. Sache qu'à partir du moment où tu auras signé, tu seras engagé. 30 jeunes issus de tous les quartiers de Bémao intégreront le dispositif service civique volontaire à compter du 1er mars prochain. Un engagement qui n'est pas sans rappeler celui du service militaire. Le service civique, c'est un engagement. C'est vrai, vous avez parlé du service militaire qui, depuis quelques années, a été abandonné et qui, c'est vrai, permettait aux jeunes, en tout cas en ce qui concerne les adultes, de pouvoir recadrer le jeune, lui apporter une certaine formation. Et c'est vrai que lorsqu'un jeune partait au service militaire, et j'étais encore très jeune à l'époque, j'ai vu partir maison, que je les ai vus revenir, et ils revenaient, c'était quelque part un autre homme, un homme bien formé, prêt à pouvoir être employable et se mettre au travail. Le service civique également aujourd'hui, c'est un engagement. C'est un engagement du jeune, un engagement sur une durée de 8 mois, bien entendu. Et la ville de Bémao, nous voulons être partenaires de cet engagement. Pour encadrer ces jeunes, la ville travaillera avec des médiateurs de rue. Leur rôle, être sur le terrain pour observer leur travail et écouter leurs doléances tout au long de leur service civique. Un dispositif qui a déjà porté ses fruits. On ne finit pas 8 mois avec eux, on les lâche dans la nature. Pendant ces 8 mois, justement, on essaie de savoir ce qu'ils veulent faire par la suite. On ne leur impose rien. On leur demande, eux, ce qu'ils veulent faire. Et nous, on avise après pour essayer de leur trouver quelque chose. Donc les retours de l'année dernière ont été super positifs. Pour une très bonne partie, ils sont employés quelque part ou ils sont en formation. Ils sont retournés à l'école. En tout cas, ils ont eu gain de cause, quoi. Jorika et Yorick souhaitent ainsi acquérir de l'expérience afin de s'insérer dans la vie active. Alors, étant jeune diplômée, c'est pas toujours facile de s'insérer dans le milieu professionnel. Donc, le service civique, c'est pour moi l'opportunité de donner de mon temps dans une mission qui correspond à mon profil professionnel et ainsi de pouvoir encore gagner des compétences et exploiter celles que j'ai déjà. Je suis venu ce matin au pot de l'appel pour pouvoir trouver un travail et puis
regarder si je peux m'orienter après à travers les différents métiers et tout. 25 heures hebdomadaires indemnisées à hauteur de 200 € par la ville et 457 € par l'organisme ASP Martinique durant 8 mois, c'est le contrat signé par ces jeunes bémaotiens avec leur ville, une manière pour eux d'emprunter une première passerelle vers le monde du travail. En bref, la gendarmerie de Guadeloupe a lancé un nouvel appel à témoins dans l'affaire du meurtre du patron de Toyota, Bertrand Cambier. Selon de nouveaux éléments, il apparaît que la victime a été enlevée le 1er janvier 2016 entre 12h15 et 12h30 dans la zone de Moudonk Sud à Jarry. La gendarmerie recherche tout témoin ayant vu ou aperçu l'agression du conducteur d'un véhicule de marque Toyota type Land Cruiser de couleur noire, vitre teintée immatriculée DS 975YS. On va parler environnement maintenant. En juin dernier, l'ADEME Guadeloupe lançait un appel à projet pour collecter et valoriser les algues sargasses. Demain, en préfecture, les résultats de cet appel à projet seront présentés. Parmi les lauréats, la société Sèche Éco Service. Les détails avec Anne-Elisabeth Artsen. Algues sargasses, collecte et valorisation innovante. C'est le thème de l'appel à projet signé le 20 juin 2015. L'objectif, identifier des techniques innovantes pour optimiser la collecte des sargasses tout en les valorisant. L'idée, c'est effectivement de pouvoir identifier des solutions de moyen et long terme qui permettront, peut-être, on ne se débarrassera certainement pas du phénomène d'échouage, mais en tout cas de répondre de manière plus opérationnelle et rapide à ces phénomènes. 37 dossiers ont été déposés et 14 ont été retenus. Parmi les lauréats, la société Séché Écoservice, spécialisée dans la protection de l'environnement. On est spécialisé dans le traitement des déchets, même si là il ne s'agit pas de déchets. On considère que les algues sargasses sont des ressources qui ont une valeur ajoutée et qui peuvent être valorisées. Donc on se positionne d'abord dans la collecte. La solution consiste à ramasser les algues à l'aide d'un bateau de type barge avec un équipement embarqué, des pompes et un système d'aspiration qui sera couplé à un ensemble de barrages flottants qui ont pour objectif de concentrer les algues sargasses pour optimiser les déplacements en mer. Des essais de vérification de l'efficacité des barrages seront réalisés courant 2016. Vous l'ignorez peut-être, mais depuis le début de l'année, la vente des chiens et des chats est plus encadrée. De nouvelles dispositions pour réglementer la profession, mais aussi lutter contre les trafics. On fait le point tout de suite avec Muriel Barlagne. Franck Blombou est le vice-président de la SCRG, la Société canine régionale de la Guadeloupe. Il élève des chiens depuis 1998. Ils sont tous inscrits au livre des origines françaises et participent à des concours. Parmi eux, des femelles reproductrices. À condition de ne produire qu'une portée par an, il peut vendre des chiots. Il lui suffit d'avoir un numéro de portée. C'est ce que prévoit une ordonnance publiée le 8 octobre 2015 dans le cadre de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Autrement, selon cette ordonnance, il n'est plus possible pour un particulier de vendre librement des chiens ou des chats. Dès la première portée vendue, il doit se déclarer éleveur auprès de la Chambre d'agriculture et obtenir un numéro de sirène. C'est les associations de protection des animaux justement qui se sont dit, par rapport au nombre d'abandons qu'il y a justement sous les chiens, les chats, donc ils se sont dit qu'ils voulaient une loi justement pour régler l'histoire justement de trop de portées sur le territoire français. Donc moi je suis tout à fait d'accord aussi. Il y a des moments où on a trop de portées, donc tout le monde veut faire une portée, mais ça part, on vend à n'importe qui, et justement il y a des gens qui se disent, bon, ils ont des chiens, ils commencent à les nourrir, après ça les embête, et ils abandonnent les chiens. Voilà, donc il faudrait que tout soit plus cadré justement pour pouvoir régler tous les problèmes d'abandon. Avec la nouvelle réglementation, le numéro de sirène et le numéro de portée doivent désormais figurer dans les petites annonces sur Internet. La Société canine régionale de la Guadeloupe peut accompagner les personnes concernées en leur apportant des conseils. Se déclarer éleveur serait une démarche plutôt simple. Et quand on commence à être éleveur, justement, on demande un certificat de capacité. Donc il faut juste passer un certificat de capacité.
Ça, il y a des centres ici qui le font. Et après, quand on a son certificat de capacité, on prend son numéro de sirène aussi. Et normalement, il n'y a pas de problème, ça va assez vite. Selon le site internet de la fondation 30 millions d'amis, le trafic d'animaux serait le 3e trafic au monde, après celui des armes et de la drogue. C'est entre autres pour lutter contre ce fléau que cette mesure a été prise. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Direction ce soir le Guatemala, l'Argentine et la Jamaïque. Voici la Minute Caraïbe. Le Guatemala a connu l'an passé une crise politique sans précédent qui a abouti à la démission et à l'incarcération du président de la République et de sa vice-présidente, soupçonnés d'être à la tête d'un vaste réseau de fraude fiscale et de corruption. C'est dans ce contexte de discrédit généralisé contre une classe politique gangrénée par la corruption que Jimmy Morales a remporté l'élection présidentielle fin octobre 2015. Jimmy Morales est un humoriste âgé de 46 ans qui a animé pendant de longues années un programme de divertissement télévisé très populaire. C'est aussi un homme d'affaires prospère et un chrétien évangéliste qui exerce comme prédicateur et affiche des positions très conservatrices sur les questions de société. Jeudi 14 janvier 2016, Jimmy Morales a prêté serment devant le Parlement et a été investi comme président de la République du Guatemala pour un mandat de 4 ans, en présence notamment du vice-président des États-Unis, Joe Biden. Le chef de l'État a indiqué que ses priorités seraient la lutte contre la sous-alimentation et la construction d'un système de santé et d'éducation de qualité. Pour le moment, Jimmy Morales jouit d'un soutien populaire réel dont il aura grand besoin pour atteindre ses objectifs, ce qui l'obligera à faire face à une corruption presque institutionnalisée. Argentine, c'est à Davos que Mauricio Macri, le nouveau président de centre-droit de l'Argentine, a choisi de faire son entrée sur la scène internationale à l'occasion du Forum économique mondial. L'Argentine y était absente depuis 13 ans. Le défi du nouveau président argentin, qui a pris ses fonctions le 10 décembre dernier, sera de convaincre les entreprises et les chefs d'État que l'Argentine est désormais un pays prévisible, fiable et attrayant pour investir. L'Argentine veut retourner sur les marchés financiers internationaux dont elle est exclue depuis le défaut de paiement de 2001. Des négociations ont débuté le 12 janvier à New York avec les représentants des créanciers qui avaient refusé de participer aux 2 restructurations de la dette argentine. Après avoir mis fin au contrôle des changes peu de temps après son investiture, Macri a éliminé les taxes sur l'exportation des principaux produits agricoles et de la viande, mettant fin au conflit qui avait opposé son prédécesseur et le monde rural. Cependant, la trêve sociale dont bénéficie le nouveau président risque d'être de courte durée. Les syndicats exigeant une augmentation des salaires de 30% pour pallier l'inflation galopante. Jamaïque. Randy Anderson, chef exécutif au centre des congrès de Montego Bay, est en train d'écrire l'histoire. Anderson est en effet le premier chef des Caraïbes à recevoir une bourse de la fondation James Byrd pour suivre le programme Tourisme gastronomique de la prestigieuse école Le Cordon Bleu à Sydney en Australie. Cette bourse est ouverte aux professionnels de la restauration qui pourront suivre un enseignement de 6 mois pour réussir dans les métiers de bouche. Âgé de 35 ans, le chef jamaïcain informe sur les médias qu'assister aux cours dispensés par l'école Le Cordon Bleu est un rêve devenu réalité. Une école culinaire mondialement reconnue, il ne pouvait pas rêver mieux que cela. Randy Anderson bénéficie d'une subvention de 5 300 $ pour suivre ce programme de formation. Il précise qu'il n'aurait jamais imaginé pouvoir bénéficier de cette bourse, vu le niveau de concurrence mondiale pour entrer dans cette école prestigieuse. Selon lui, son émotion est aussi forte que si la reine l'avait elle-même invité à cuisiner. Retour en Guadeloupe, on va parler de la 26e édition du prix Carbet de la Caraïbe et du Tout-Monde. Cet événement littéraire aura lieu vendredi soir au Memorial Act. Chaque année, ce prix récompense une œuvre littéraire créolophone ou francophone au terme d'une semaine culturelle animée de rencontres, de lectures, de débats ou encore d'expositions. Muriel Barlagne nous donne plus de détails. Le prix Carbet de la Caraïbe et du Tout-Monde en est à sa 26e édition. Depuis 1990, le jury est le même. 10 personnes, présidées par Ernest Pépin, avec une tâche délicate, celle de sélectionner des œuvres de réflexion ou de fiction illustrant la richesse de l'identité caribéenne,
mais qui témoigne aussi du processus de créolisation tel que le décrivait l'auteur martiniquais Édouard Glissant. En fonction de notre fondateur Édouard Glissant, qui avait une idée précise de la Caraïbe, du tout monde, et qui pensait qu'il y avait des interrelations, des manifestations qui soudaient les îles, qui leur solidarité et leur diversité. Donc c'est en fonction de cela que nous lisons les œuvres, pour voir dans chaque texte, en fonction de ses thématiques, et également de son écriture, également de sa poétique, puisque Glissant aimait le mot de poétique, en quoi cela reflète la complexité et la diversité de la Caraïbe. Une dizaine d'œuvres éditées en 2015 ont été sélectionnées cette année. Depuis 2009, le prix Carbet de la Caraïbe et du tout monde tente à élargir son horizon. Nous allons essayer peut-être de travailler un peu plus sur les œuvres en traduction, des œuvres de la Caraïbe, donc des œuvres qui ont d'abord été écrites soit en anglais, soit en espagnol, et qui donc ont été traduites en français. Donc je pense que c'est ça la nouvelle orientation, cette ouverture au monde. Il est possible que nous allions l'an prochain, donc c'est pas encore défini, mais nous avons la perspective en tout cas de faire un prix Carbet dans le sud des États-Unis, à la Nouvelle-Orléans. Le prix sera remis ce vendredi lors d'une cérémonie qui sera organisée au Memorial Act, un lieu symbolique qui a été inspiré entre autres par Édouard Glissant. Lorsque l'on voit ces racines d'argent sur cette boîte noire, on pense bien évidemment au rideau, mais à cette manière d'être non pas racine unique, mais bien racine multiple. C'est une manière de le traduire en architecture, c'est une réalité dans la pensée d'Édouard Glissant, et c'est donc pour nous une chose très naturelle et très heureuse que la 26e édition du prix Carbet soit en Guadeloupe et que le Memorial Act puisse l'accueillir. Le prix Carbet de la Caraïbe et du tout monde, ce sont aussi des rencontres entre les membres du jury et des lycéens, une soirée littéraire avec Simone Schwarzbart et la projection d'un film. Le programme détaillé est à découvrir sur le site internet de l'Institut du tout monde. Vous en avez sans doute entendu parler, plusieurs actrices noires et acteurs noirs américains ont décidé de boycotter la cérémonie des Oscars qui doit se tenir le 28 février prochain à Los Angeles. Cette année, aucun Afro-Américain n'a été sélectionné, ce qui a provoqué des remous chez plusieurs stars comme Spike Lee ou encore Jada Pinkett, la femme de Will Smith. Le président du Memorial Act, Jacques Martial, que l'on voyait il y a quelques secondes, avait justement soulevé sur notre plateau il y a quelques mois cette question à l'échelon national. Je vous propose d'écouter sa réaction par rapport aux Oscars. Je suis très, très surpris et très, très, très déçu. J'espère que les États-Unis ne se mettent pas à ressembler à ce qui se passe en France, c'est-à-dire à la négation de la diversité des talents, y compris, et de ceux qui représentent cette diversité culturelle. Jusqu'à présent, les États-Unis et cette cérémonie, les artistes américains, les acteurs américains ont inspiré et continuent d'inspirer toute une partie du monde. Et il est très important de leur reconnaître les talents qui sont les leurs et au plus haut niveau. J'espère que c'est une erreur, simplement une erreur et non pas le signe d'un retour à des temps obscurs. On va rester dans le domaine de la culture avec cette exposition à découvrir jusqu'au 26 janvier à la bibliothèque Paul Madoz à Baie-Mahault. Le peintre Gilbert Farrault présente toute une série de tableaux sur ce thème itinérance, une ouverture sur le monde que nous explique Max Cyril. La bibliothèque Paul Madoz expose les peintures de Gilbert Farrault. Le peintre nous interpelle sur ses émotions, rend compte de sa vision, nous fait réagir et nous pose des questions. Lui-même n'a pas les réponses, mais cela lui permet de dialoguer sur l'existentiel. Gilbert Farrault souhaite avant tout partager, connaître l'autre et lui dire qui il est. Dans cette exposition, moi j'aborde une thématique, la thématique du départ. Je dis souvent l'acte de partir. Mais il se trouve ce départ, il est particulier. Le départ que j'aborde ici,
c'est un départ où je jette un œil sur un peu ce qui s'est passé en Guadeloupe dans les années 60, la création du BUMIDOM, qui était un organisme qui était chargé de faire partir. Je jette un œil aussi sur l'actualité, le déplacement des populations. Et dans ces deux cas de figure, la question que je pose, donc effectivement en premier lieu, pourquoi on part, quelles raisons qui nous poussent à partir. Là, on peut parler des raisons socio-économiques, on peut parler de manque de boulot. Pour ce qui est de l'actualité, voilà, des populations qui se déplacent, j'allais dire, pour sauver leur vie. Donc là, c'est un peu la question que je pose ici. La question du départ.